Bonjour. Alors, nous allons donc reprendre l'histoire à partir de l'an 1000. Nous avons déjà vu comment, dans les campagnes, la société, à partir de l'an 1000, est dominée par des seigneurs. La société étant composée de trois grands groupes, ceux qui prient, le clergé, ceux qui combattent, les chevaliers, et puis ceux qui travaillent, dans les campagnes, les paysans. Nous avons vu aussi que, à partir de l'an 1000, les villes ont connu un certain renouveau, un essor, notamment lié au renouveau du commerce. Alors, après s'être intéressé à la société, c'est-à-dire à la population, la façon dont elle est organisée, nous allons nous intéresser au pouvoir qui dirige en France. C'est pourquoi la nouvelle leçon s'intitule « L'affirmation de l'État royal en France du XIe au XVe siècle ». Donc on recommence à partir de l'an 1000. Quelle est la situation de la France vers l'an 1000 ? Eh bien, vous avez là une frise chronologique qui a en son centre le Moyen-Âge. Il faut savoir que le pouvoir royal est installé en France depuis la fin de l'Antiquité, le début du Moyen-Âge, avec une première dynastie, celle des Mérovingiens, dont vous connaissez le principal roi qui s'appelle Clovis. Celui-ci s'est fait baptiser à Reims en 496 ou 499. Et au moment de ce baptême, eh bien, une colombe a apporté une petite ampoule dans laquelle un produit huileux était, et très vite les gens ont interprété cela comme étant un signe de Dieu. Les rois de France seraient donc désignés par Dieu. Alors la famille des Mérovingiens va régner pendant plusieurs siècles, mais en 751, une nouvelle dynastie dirige, c'est celle des Carolingiens. Nous l'avons étudié à travers le personnage de Charlemagne, qui était roi des Francs, tout d'abord, et puis vous le savez, qui est devenu empereur en l'an 800. Ses descendants continuent à régner jusqu'en 987, et c'est là qu'apparaît une nouvelle dynastie, celle justement qui va nous intéresser, qui s'appelle la dynastie des Capétiens, dont le premier roi s'appelle Hugues Capet, et qui devient roi en 987. Cette dynastie, on le voit très bien sur cette frise chronologique, a régné très longtemps, pratiquement pendant 800 ans, et il faudra attendre la Révolution française pour que cette dynastie arrête de régner. C'est alors qu'apparaîtra, mais ça vous l'étudierez en quatrième, la Première République, et le symbole c'est évidemment la décapitation du roi en 1793. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt ce qui se passe à partir de l'an 1000. Quelle est la situation vers l'an 1000 ? Eh bien, on le voit, 987, c'est l'année où Hugues Capet, le premier roi donc capétien, arrive sur le trône. Mais quand on y regarde un petit peu plus près, eh bien, le royaume de France est très différent de la France d'aujourd'hui. D'abord parce que les limites, on le voit ici, les limites du royaume sont beaucoup plus petites qu'aujourd'hui. Mais surtout parce que le royaume est plutôt divisé. Il n'y a pas d'unité politique. Il n'y a pas un roi qui dirige tout et partout. Au contraire, on voit le royaume est divisé en grandes pièces, ici de différentes couleurs, qu'on appelle des duchés ou des comtés, parce qu'ils ont à leur tête des ducs et des comtes. Qui sont ces personnages ? Ces personnages sont de grands seigneurs, c'est-à-dire des personnes qui ont de grands territoires qu'il faut défendre, car à l'époque, l'insécurité est importante. Ces seigneurs ont donc besoin de personnes qui les défendent, qui défendent leur territoire. C'est la raison pour laquelle, nous l'avons vu dans une précédente leçon, ces seigneurs vont se lier à des chevaliers lors d'une cérémonie qui s'appelle l'hommage. Simple rappel, le vassal, c'est ainsi qu'on appelle le chevalier qui entre au service d'un seigneur. À travers cette cérémonie, donne sa fidélité et s'engage à apporter l'aide militaire et financière au seigneur quand celui-ci en a besoin. A l'inverse, le seigneur, donc le personnage ici en rouge, prend un chevalier qu'on appelle son vassal ou ses vassaux, car il en a plusieurs, à son service, va lui donner une terre qu'on appelle un fief, d'où le mot de féodalité, et il doit protection à son vassal quand celui-ci en a besoin. Alors concrètement, quelle est la situation de la famille des Capétiens vers l'an 1000 ? Eh bien à l'époque donc du premier roi, Hugues Capet, on le voit, le roi, on pourrait le croire, est un personnage puissant car il est tout à fait en haut de ce qu'on appelle la pyramide féodale. En effet, il n'est le vassal, lui, de personne, c'est le seigneur des seigneurs. Dans la réalité, les choses sont un peu plus complexes, parce qu'il a un simple petit domaine royal. C'est la terre dont il est réellement le chef, donc ce qui apparaît en rouge sur cette carte. Et on comprend mieux, du coup, pourquoi ce roi est faible,
car ses vassaux, le duc d'Aquitaine, le duc de Toulouse, de Barcelone, etc., eh bien tous ces vassaux sont en réalité bien plus puissants, car ils ont beaucoup plus de territoire, beaucoup plus d'hommes à leur service, beaucoup plus de richesses. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, ils ne lui obéissent pas toujours. Le roi est alors un roi féodal, mais un roi faible. Malgré tout, le roi et la famille des Capétiens ont un certain nombre d'atouts. Parmi ces atouts, on l'a dit, on vient de le dire, il n'est le vassal de personne. Par contre, il a aussi un autre atout, qui est celui du sacre. Ce sacre a lieu à Reims. Tout nouveau roi doit passer par ici afin d'être reconnu comme roi. Et cette cérémonie est donc réservée uniquement à la famille des Capétiens. Alors on y voit ici une scène représentant le moment du sacre, quand le futur roi, car il ne l'est pas tout à fait encore, reçoit de la part de l'évêque de Reims, pas simplement des objets royaux qui vont faire de lui le roi, la couronne par exemple, mais en présence des autres évêques, personnages de l'Église très importants, mais aussi des grands seigneurs du royaume, tous ces comtes et ces ducs qui sont là, il est au centre de l'attention et il reçoit surtout un liquide retenu dans cette petite ampoule. On voit ici l'évêque de Reims faire un symbole de croix avec une sorte de pinceau qu'il a trempé ici dans l'ampoule. Il s'agit bien évidemment de cette huile sacrée qui aurait été envoyée par Dieu, c'est en tout cas ce que dit la légende, à l'époque de Clovis. Et c'est ainsi que, grâce au sacre, eh bien, le roi est considéré comme le représentant de Dieu sur terre, parce qu'il a été choisi par lui, puisque l'huile lui a été apposée lors de ce fameux sacre. Alors, la cérémonie ne se termine pas ainsi. En effet, après avoir été sacré, il reçoit un certain nombre d'objets qu'on appelle des objets royaux, les insignes royaux, symbole de son autorité, la couronne, on la voit ici, le sceptre, c'est le bâton de commandement, symbole donc de l'autorité royale. Il reçoit aussi l'épée, symbole de son rôle de défenseur à la fois de l'Église et du royaume, c'est le chef des chevaliers. Il reçoit enfin la main de justice, qui montre qu'il est le justicier suprême, celui qui a la décision finale en matière de justice. Au passage, on voit qu'il a aussi un manteau à fleurs de lys. Il n'est pas le seul, car c'est le manteau en fait de la famille des Capétiens. Et des Capétiens, il n'y a pas que le roi, il a des frères, il a des cousins qui sont aussi des Capétiens. Au simple petit détail, on voit ici que dans les musées, comme au Louvre, on peut voir encore aujourd'hui un certain nombre de ces objets royaux, comme ici un sceptre, la main de justice, l'épée ou la couronne. Alors, comment les Capétiens vont-ils affirmer leur autorité en France alors qu'ils sont faibles ? C'est ce qu'on va essayer de voir justement dans une deuxième partie.